Bonjour tout le monde. Je vais vous faire aujourd'hui la lecture d'un texte assez extraordinaire du réseau Voltaire et donc de Thierry Meyssan. Un texte assez ahurissant, assez extraordinaire, assez grave, même extrêmement grave. Pour moi personnellement, et pourtant j'en ai lu des trucs depuis quelque temps maintenant, c'est le texte le plus violent, le plus grave que j'ai lu concernant la République française, la République française. Je vais vous faire une lecture claire, simple de ce texte. Je crois qu'il peut vraiment se priver de tout commentaire, sauf un ou deux commentaires importants, parce que je pense que c'est très très important. Alors j'y vais, je commence. Ce texte s'intitule Opération Sarkozy, : comment la CIA a placé un de ses agents à la présidence de la République française par Thierry Meyssan. Les Français, lassés de trop longues présidences de François Mitterrand et de Jacques Chirac, ont élu Nicolas Sarkozy en comptant sur son énergie pour revitaliser le pays. Ils espéraient une rupture avec des années d'immobilisme et des idéologies surannées. Ils ont eu une rupture avec les principes qui fondent la nation française. Ils ont été stupéfaits par cet hyper-président, se saisissant chaque jour d'un nouveau dossier, aspirant à lui la droite et la gauche, bousculant tous les repères, jusqu'à créer une complète confusion. Comme des enfants qui viennent de faire une grosse bêtise, les Français sont trop occupés à trouver des excuses pour admettre l'ampleur des dégâts et leur naïveté. Ils refusent d'autant plus de voir qui est vraiment Nicolas Sarkozy qu'ils auraient dû s'en rendre compte depuis longtemps. C'est que l'homme est habile. Comme un illusionniste, il a détourné leur attention en offrant sa vie privée en spectacle et en posant dans les magazines People, jusqu'à leur faire oublier son parcours politique. Que l'on comprenne bien le sens de cet article, il ne s'agit pas de reprocher à M. Sarkozy ses liens familiaux, amicaux et professionnels, mais de lui reprocher d'avoir caché ses attaches aux Français qui ont cru à tort élire un homme libre. Pour comprendre comment un homme en qui tout s'accorde aujourd'hui à voir l'agent des États-Unis et d'Israël a pu devenir le chef du parti gaulliste, puis le président de la République française, il nous faut revenir en arrière, très en arrière. Il nous faut emprunter une longue digression au cours de laquelle nous présenterons les protagonistes qui trouvent aujourd'hui leur revanche. Premier chapitre, secret de famille. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les services secrets états-uniens s'appuient sur le parrain italo-US Lucky Luciano pour contrôler la sécurité des ports américains et pour préparer le débarquement allié en Sicile. Les contacts de Luciano avec les services US passent notamment par Frank Wissner Senior. Puis lorsque le parrain est libéré et s'exile en Italie, par son ambassadeur corse Étienne Léandri. En 1958, les États-Unis, inquiets d'une possible victoire du FLN en Algérie qui ouvrirait l'Afrique du Nord à l'influence soviétique, décident de susciter un coup d'État militaire en France. L'opération est organisée conjointement par la direction de la planification de la CIA, théoriquement dirigée par Frank Wissner Senior et par l'OTAN. Mais Wissner a déjà sombré dans la démence, de sorte que c'est son successeur Alan Dulles qui supervise le coup depuis Alger. Des généraux français crée un comité de salut public qui exerce une pression sur le pouvoir civil parisien, le contraint à voter les pleins pouvoirs au général de Gaulle, sans avoir besoin de recourir à la force. Or, Charles de Gaulle n'est pas le pion que les anglo-saxons croient pouvoir manipuler. Dans un premier temps, il tente de sortir de la contradiction coloniale en accordant une large autonomie au territoire d'outre-mer au sein d'une union française, mais il est déjà trop tard pour sauver l'Empire français car les peuples colonisés ne croient plus aux promesses de la métropole et exigent leur indépendance. Après avoir conduit victorieusement des féroces campagnes de répression contre les indépendantistes, de Gaulle se rend à l'évidence, faisant preuve d'une rare sagesse politique qu'il décide d'accorder à chaque colonie son indépendance. Cette volte-face est vécue comme une trahison par la plupart de ceux qui l'ont porté au pouvoir. La CIA et l'OTAN soutiennent alors toutes les sortes de complots pour l'éliminer, dont un putsch manqué et une quarantaine de tentatives d'assassinat. Toutefois, certains de ses partisans approuvent son évolution politique. Autour de Charles Pasqua, il crée le SAC, une milice pour le protéger. Pasqua est à la fois un truand en Corse et un ancien résistant. Il a épousé la fille d'un bootlegger canadien qui fit fortune durant la Prohibition. Il dirige la société Ricard qui, après avoir commercialisé de l'absinthe, un alcool prohibé, se respectabilise en vendant de l'anisette. Cependant, la société continue à servir de couverture pour toutes sortes de trafics en relation avec la famille italo-new-yorkaise des Genovese, celle de Lucky Luciano. Il n'est donc pas étonnant que Pasqua fasse appel à Étienne Léandri, l'ambassadeur de Luciano, pour recruter des gros bras et constituer la milice gaulliste. Un troisième homme joue un grand rôle dans la formation du SAC, l'ancien garde du corps de Gaulle, Achille Peretti, un Corse lui aussi. Ainsi défendu, de Gaulle dessine avec panache une politique d'indépendance nationale. Tout en affirmant son appartenance au camp atlantique, il remet en cause le leadership anglo-saxon. Il s'oppose à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun européen,
61 à 67. Il refuse le déploiement des casques de l'ONU au Congo en 61. Il encourage les États latino-américains à s'affranchir de l'impérialisme US, discours de Mexico en 64. Il expulse l'OTAN de France et se retire du commandement intégré de l'Alliance Atlantique en 66. Il dénonce la guerre du Vietnam, discours de Phnom Penh en 66. Il condamne l'expansionnisme israélien. Lors de la guerre des 6 jours en 67, il soutient l'indépendance du Québec, discours de Montréal en 67, etc. Simultanément, De Gaulle consolide la puissance de la France en la dotant d'un complexe militaro-industriel, incluant la force de dissuasion nucléaire, et en garantissant son approvisionnement énergétique. Il éloigne utilement les encombrants corses de son entourage en leur confiant les missions à l'étranger. Ainsi, Étienne Léandri devient le trader du groupe Elf, aujourd'hui Total, tandis que Charles Pasqua devient l'homme de confiance des chefs d'État d'Afrique francophone. Conscient qu'il ne peut défier les anglo-saxons sur tous les terrains à la fois, De Gaulle s'allie à la famille Rothschild. Il choisit comme Premier ministre le fondé de pouvoir de la banque Georges Pompidou. Les deux hommes forment un tandem efficace. L'audace politique du premier ne perd jamais de vue le réalisme économique du second. Lorsque De Gaulle démissionne en 69, Georges Pompidou lui succède brièvement à la présidence avant d'être emporté par un cancer. Les gaullistes historiques n'admettent pas son leadership et s'inquiètent de son tropisme anglophile. Il hurle à la trahison lorsque Pompidou, secondé par la secrétaire générale de l'Élysée, Édouard Balladur, fait entrer le perfide Albion, c'est l'Angleterre, dans le marché commun européen. La fabrication de Nicolas Sarkozy. Ce décor étant planté, revenons-en à notre personnage principal, Nicolas Sarkozy, né en 1955. Il est le fils d'un noble catholique hongrois, Pál Sarkozy de Nagy Boxa, réfugié en France après avoir fui l'armée rouge, et d'André Mala, une roturière juive originaire de Thessalonique. Après avoir eu 3 enfants, Guillaume, Nicolas et François, le couple divorce. Pál Sarkozy de Nagy Boxa se remarie avec une aristocrate, Christine de Ganay, G-A-N-A-Y, dont il aura 2 enfants, Pierre-Olivier et Caroline. Nicolas ne sera pas élevé par ses seuls parents, mais ballotté dans cette famille recomposée. Sa mère est devenue la secrétaire d'Achille Peretti, donc André Mala. Après avoir cofondé le SAC, le garde du corps de Gaulle avait poursuivi une brillante carrière politique. Il avait été élu député et maire de Neuilly-sur-Seine, la plus riche banlieue présidentielle de la capitale, puis président de l'Assemblée nationale. Malheureusement, en 1972, Achille Peretti est gravement mis en cause. Aux États-Unis, le magazine Time révèle l'existence d'une organisation criminelle secrète, l'Union Corse, qui contrôlerait une grande partie du trafic de stupéfiants entre l'Europe et l'Amérique, la fameuse French Connection, qu'Hollywood devait porter à l'écran. S'appuyant sur des auditions parlementaires et sur ses propres investigations, Time cite le nom d'un chef mafieux, Jean Venturi, arrêté quelques années plus tôt au Canada et qui n'est autre que le délégué commercial de Charles Pasqua pour la société d'alcool Ricard. On évoque le nom de plusieurs familles qui dirigeaient l'Union Corse, dont les Peretti. Achille nie, mais doit renoncer à la présidence de l'Assemblée nationale et échappe même à un suicide, entre guillemets. En 1977, Pál Sarkozy se sépare de sa seconde épouse, Christine de Ganay, laquelle se lie alors avec le numéro 2 de l'administration centrale du département d'État des États-Unis. Elle l'épouse et s'installe avec lui en Amérique. Le monde étant petit, c'est bien connu, son mari n'est autre que Frank Wisner Jr., fils du précédent, Frank Wisner Senior. Les fonctions de Junior à la CIA ne sont pas connues, mais il est clair qu'il y jouait un rôle important. Nicolas, qui reste proche de sa belle-mère et de son demi-frère et de sa demi-sœur, commence à se tourner vers les États-Unis, où il bénéficie des programmes de formation du département d'État. À la même période, Nicolas Sarkozy adhère au parti gaulliste. Il y fréquente d'autant plus rapidement Charles Pasqua que celui-ci n'est pas seulement un leader national, mais aussi le responsable de la section départementale des Hauts-de-Seine. En 1982, Nicolas Sarkozy, ayant terminé ses études de droit et s'étant inscrit au barreau, épouse la nièce d'Achille Peretti. Toujours toutes faites en famille. Son témoin de mariage est Charles Pasqua, encore. En tant qu'avocat, Maître Sarkozy défend les intérêts des amis corses de ses mentors. Il acquiert une propriété sur l'île de Beauté à Vico et imagine de corsiser son nom en remplaçant le Y par un I. Sarkozy. L'année suivante, il est élu maire de Neuilly-sur-Seine en remplacement de son bel-oncle Achille Peretti, terrassé par une crise cardiaque. Cependant, Nicolas ne tarde pas à trahir sa femme et dès 1984, il poursuit une liaison cachée avec Cécilia, l'épouse du plus célèbre animateur télévisé français de l'époque, Jacques Martin, dont il a fait la connaissance en célébrant leur mariage en qualité de maire de Neuilly. Cette double vie dure 5 ans, avant que les amants ne quittent leurs conjoints respectifs pour construire un nouveau foyer. Nicolas est le témoin de mariage en 1992 de la fille de Jacques Chirac, Claude, avec un éditorialiste du Figaro, politologue d'ailleurs.
Donc voici la photo. Il ne peut s'empêcher de séduire Claude et de mener une brève relation avec elle, tandis qu'il vit officiellement avec Cécilia. Le mari trempé se suicide en absorbant des drogues, la rupture est brutale et sans retour entre les Chirac et Nicolas Sarkozy. En 1993, la gauche perd des élections législatives, le président François Mitterrand refuse de démissionner et entre en cohabitation avec un premier ministre de droite, Jacques Chirac, qui ambitionne la présidence et pense alors former avec Édouard Balladur un tandem comparable à celui de De Gaulle et Pompidou. Refuse d'être à nouveau Premier ministre et laisse la place à son ami de 30 ans, Édouard Balladur. Malgré son passé sulfureux, Charles Pasqua devient ministre de l'Intérieur. S'il conserve la haute main sur la marijuana marocaine, il profite de sa situation pour légaliser ses autres activités en prenant le contrôle des casinos, jeux, courses en Afrique francophone. Il tisse aussi des liens en Arabie Saoudite et en Israël et devient officier d'honneur du Mossad. Nicolas Sarkozy, quant à lui, est ministre du budget, porte-parole du gouvernement. À Washington, Frank Wisner Jr. a pris la succession de Paul Wolfowitz comme responsable de la planification politique au département de la Défense. Personne ne remarque les liens qui l'unissent au porte-parole du gouvernement français. C'est alors que reprend au sein du parti gaulliste la tension qu'il en avait connue 30 ans plus tôt entre les gaullistes historiques et la droite financière, incarnée par Balladur. La nouveauté, c'est que Charles Pasqua et avec lui le jeune Nicolas Sarkozy trahissent Jacques Chirac pour se rapprocher du courant Rothschild. Tout dérape. Le conflit atteindra son apogée en 1995 lorsqu'Édouard Balladur se présentera contre son ex-ami Jacques Chirac à l'élection présidentielle et sera battu. Surtout, suivant les instructions de Londres et de Washington, le gouvernement Balladur ouvre les négociations d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN des États d'Europe centrale et orientale, affranchis de la tutelle soviétique. Rien ne va plus dans le parti gaulliste où les amis d'hier sont près de s'entretuer. Pour financer sa campagne électorale, Édouard Balladur tente de faire main basse sur la caisse noire du parti gaulliste, cachée dans la double comptabilité du pétrolier Elf. À peine le vieux Étienne Léandri mort, les juges perquisitionnent la société et ses dirigeants sont incarcérés, mais Balladur, Pasqua et Sarkozy ne parviendront jamais à récupérer le magot. La traversée du désert. Tout au long de son premier mandat, Jacques Chirac tient Nicolas Sarkozy à distance. L'homme se fait discret durant cette longue traversée du désert. Discrètement, il continue à nouer des relations dans les cercles financiers. En 1996, Nicolas Sarkozy ayant enfin réussi à clore une procédure de divorce qui n'en finissait pas, se marie avec Cécilia. Ils ont pour témoins les deux milliardaires Martin Bouygues et Bernard Arnault, l'homme le plus riche du pays. Dernier acte. Bien avant la crise irakienne, Frank Wisner Jr. et ses collègues de la CIA planifient la destruction du courant gaulliste et la montée en puissance de Nicolas Sarkozy. Ils agissent en 3 temps. D'abord l'élimination de la direction du parti gaulliste et la prise de contrôle de cet appareil. Puis l'élimination du principal rival de droite et l'investiture du parti gaulliste à l'élection présidentielle. Enfin, l'élimination de tout challenger sérieux à gauche de manière à être certain d'emporter l'élection présidentielle. Pendant des années, les médias sont tenus en haleine par les révélations posthumes d'un promoteur immobilier. Avant de décéder d'une grave maladie, il a enregistré pour une raison jamais élucidée une confession vidéo. Pour une raison encore plus obscure, la cassette échoue dans les mains d'un hiérarque du Parti socialiste, Dominique Strauss-Kahn, qui l'a fait parvenir indirectement à la presse. Si les aveux du promoteur ne débouchent sur aucune sanction judiciaire, ils ouvrent une boîte de Pandore. La principale victime des affaires successives sera le Premier ministre Alain Juppé. Pour protéger Chirac, il assume seul toutes les infractions pénales. La mise à l'écart de Juppé laisse la voie libre à Nicolas Sarkozy pour prendre la direction du Parti gaulliste. Sarkozy exploite alors sa position pour contraindre Jacques Chirac à reprendre au gouvernement malgré leur haine réciproque. Il sera en définitive ministre de l'Intérieur. Erreur, à ce poste, il contrôle les préfets et les renseignements intérieurs qu'il utilise pour noyauter les grandes administrations. Il s'occupe aussi des affaires corses. Le préfet Claude Érignac a été assassiné. Bien qu'il n'ait pas été revendiqué, le meurtre a immédiatement été interprété comme un défi lancé par les indépendantistes à la République. Après une longue traque, la police parvient à arrêter un suspect en fuite, Yvan Colonna, fils d'un député socialiste. Faisant fi de la présomption d'innocence, Nicolas Sarkozy annonce cette interpellation en accusant le suspect d'être l'assassin. C'est que la nouvelle est trop belle à 2 jours du référendum que le ministre de l'Intérieur organise en Corse pour modifier le statut de l'île. Quoi qu'il en soit, les électeurs rejettent le projet Sarkozy, qui selon certains favorise les intérêts mafieux. Bien qu'Yvan Colonna ait ultérieurement été reconnu coupable, il a toujours clamé son innocence et aucune preuve matérielle n'a été trouvée contre lui. Étrangement, l'homme s'est muré dans le silence, préférant être condamné que de révéler ce qu'il sait. Nous révélons ici que le préfet Érignac n'a pas été tué par des nationalistes mais abattu par un tueur à gages, Igor Pécat, immédiatement exfiltré vers l'Angola où il a été engagé à la sécurité du groupe Elf. Le mobile du crime était précisément lié aux fonctions intérieures d'Érignac, responsable des réseaux africains de Charles Pasqua, au ministre de la Coopération. Quant à Yvan Colonna, c'est un ami personnel de Nicolas Sarkozy depuis des décennies et leurs enfants se sont fréquentés. Une nouvelle affaire éclate, de faux listings circulent qui accusent mensongèrement plusieurs personnalités de cacher des comptes bancaires au Luxembourg chez Clearstream. Parmi les personnalités diffamées, Nicolas Sarkozy, il porte plainte et sous-entend que son rival de droite à l'élection présidentielle, le Premier ministre Dominique de Villepin, a organisé cette machination. Il ne se cache
il ne cache pas son intention de le faire jeter en prison. En réalité, les faux listings ont été mis en circulation par des membres de la Fondation franco-américaine, dont John Negroponte était président et dont Frank Wisner Jr. est administrateur. Ce que les juges ignorent et que nous révélons ici, c'est que les listings ont été fabriqués à Londres par une officine commune de la CIA et du MI6, Ackluit & Co., dont Frank Wisner Jr. est également administrateur. Villepin se défend de ce dont on l'accuse, mais il est mis en examen, assigné à résidence et de facto écarté provisoirement de la vie politique. La voie est libre à droite pour Nicolas Sarkozy. Reste à neutraliser les candidatures d'opposition. Les cotisations d'adhésion au Parti socialiste sont réduites à un niveau symbolique pour attirer de nouveaux militants. Soudainement, des milliers de jeunes prennent leur carte. Parmi eux, au moins 10 000 nouveaux adhérents sont en réalité des militants du parti trotskiste, lambertiste internationaliste du nom de son fondateur Pierre Lambert Roussel. Ce dégénéré. Bref, cette petite formation d'extrême gauche s'est historiquement mise au service de la CIA contre les communistes staliniens durant la guerre froide. Elle est l'équivalent du SDUSA de Max Stackman, qui a formé les néoconservateurs aux USA. Ce n'est pas la première fois que les lambertistes infiltrent le Parti socialiste. Ils ont notamment placé 2 célèbres agents de la CIA, Lionel Jospin, qui est devenu Premier ministre, et Jean-Christophe Cambadélis, le principal conseiller de Dominique Strauss-Kahn. C'est pas beau, ça. Des primaires sont organisées au sein du Parti socialiste pour désigner son candidat à l'élection présidentielle. 2 personnalités sont en concurrence, Laurent Fabius et Ségolène Royal. Seul le premier présente un danger pour Sarkozy. DSK entre dans la course avec pour mission d'éliminer Fabius au dernier moment, ce qu'il sera en mesure de faire grâce au vol des militants lambertistes infiltrés qui portent leur suffrage non pas sur son nom mais sur celui de Royal. L'opération est possible parce que Strauss-Kahn est depuis longtemps sur le payroll des États-Unis. Les Français ignorent qu'il donne des cours à Stanford University où il est embauché par le prévôt de l'université, Condoleezza Rice. Dès sa prise de fonction, Nicolas Sarkozy Condoleezza Rice remercieront Strauss-Kahn en le faisant élire à la direction du Fonds monétaire international où il gagne près de 500 000 $ net d'impôts. Entre parenthèses, premier jour à l'Élysée. Le soir du second tour de l'élection présidentielle, lorsque les instituts de sondage annoncent sa victoire probable, Nicolas Sarkozy prononce un bref discours à la nation, puis quitte son QG de campagne. Puis, contrairement à tous les usages, il ne va pas faire la fête avec les militants de son parti, mais il se rend au Fouquet's, la célèbre brasserie des Champs-Élysées, qui était jadis le rendez-vous de l'Union Corse, et aujourd'hui la propriété du casinotier Dominique de Seigne. Il a été mis à la disposition du président élu pour recevoir ses amis et les principaux donateurs de sa campagne. Une centaine d'invités s'y bousculent, les hommes les plus riches de France y côtoient les patrons de casinos. Puis le président élu s'offre quelques jours de repos bien mérités, conduit en Falcon 900 privé à Malte, il s'y repose sur le Paloma, le yacht de 65 mètres de son ami Vincent Bolloré, un milliardaire formé à la banque Rothschild. Enfin, Nicolas Sarkozy est investi président de la République française. Le premier décret qu'il signe n'est pas pour proclamer une amnistie, mais pour autoriser les casinos de ses amis de Seigne et Partouche à multiplier les machines à sous. Il forme son équipe de travail et son gouvernement. Sans surprise, on y retrouve un bien trouble propriétaire de casinos, le ministre de la Jeunesse et des Sports, et le lobbyiste des casinos de l'ami de Seigne, qui devient porte-parole du parti gaulliste. Nicolas Sarkozy s'appuie avant tout sur 4 hommes. Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, c'est l'ancien bras droit de Charles Pasqua. François Pérol, secrétaire général adjoint, c'est un associé gérant Rothschild. Jean-Daniel Lévy, conseiller diplomatique, fils de l'ancien directeur de l'agence juive, ambassadeur de France à l'ONU, il fut relevé de ses fonctions par Chirac, qui le jugeait trop proche de Bush. Et, bien sûr, Alain Bauer, l'homme de l'ombre, son nom n'apparaît pas dans les annuaires, il est chargé des services de renseignement, ancien grand maître du Grand Orient de France, la principale obédience maçonnique française, et ancien numéro 2 de la National Security Agency états-unienne en Europe, la NSA. Frank Wisner Jr., qui a été nommé entre-temps envoyé spécial du président Bush pour l'indépendance du Kosovo, insiste pour que Bernard Kouchner soit nommé ministre des Affaires étrangères avec une double mission prioritaire, l'indépendance du Kosovo et la liquidation de la politique arabe de la France. Kouchner a débuté sa carrière en participant à la création d'une ONG humanitaire grâce au financement de la National Endowment for Democracy. Il a participé aux opérations de Zbigniew Brzezinski en Afghanistan aux côtés d'Oussama Ben Laden et des frères Karzai contre les soviétiques. On le retrouve dans les années 90 auprès d'Elisa Izetbegovic en Bosnie-Herzégovine. De 1999 à 2001, il a été haut représentant de l'ONU au Kosovo. Sous le contrôle du frère cadet du président Hamid Karzai, l'Afghanistan est devenu le premier producteur mondial de pavot, 9000 tonnes par an. Le sucre est transformé sur place en héroïne et transformé par l'US Air Force à Camp Bondsteel, Kosovo. Là, la drogue est prise en charge par les hommes d'Hashim Tassi, Premier ministre du Kosovo, qui l'écoule principalement en Europe et accessoirement aux États-Unis. Les bénéfices sont utilisés pour financer les opérations illégales de la CIA. Sachez, chers amis, que Clara Del Ponte, la présidente du tribunal pénal international, accuse
depuis 2008, elle a écrit un livre d'ailleurs, Haşim Taşi, Premier ministre du Kosovo, d'un trafic d'organes immonde sur des prisonniers au Kosovo, et dans lesquels, bien sûr, ils accusent qu'ils tuent des prisonniers, et ils les éviscèrent, ils leur enlèvent leurs viscères, leurs organes, pour les revendre dans un trafic international. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau, au cas où le trafic d'héroïne mondiale ne suffirait pas. Ça, c'est les dernières accusations contre Haşim Taşi. Bref, je continue. Karzai et Taşi sont des amis personnels de longue date de Bernard Kouchner, qui certainement ignorent leur activité criminelle malgré les rapports internationaux qui ont été consacrés. Donc, autre commentaire, Bernard Kouchner fréquente les plus grands dealers d'héroïne du monde, un des plus grands trafics d'organes du monde, des pédophiles, et il ignore tout ça. Hein? Bon, si on se fie à la sagesse populaire, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Eh bien, pour moi, Bernard Kouchner est la pire des raclures sur Terre. Bref, pour compléter son gouvernement, Nicolas Sarkozy nomme Christine Lagarde, ministre de l'économie et des finances. Elle a fait toute sa carrière aux États-Unis, où elle a dirigé le prestigieux cabinet de juristes Baker & McKenzie, au sein du Centre for International and Strategic Studies de Dick Cheney. Elle a coprésidé avec Zbigniew Brzezinski, encore lui, un groupe de travail qui a supervisé les privatisations en Pologne. Elle a organisé un intense lobbying pour le compte de Lockheed Martin contre l'avionneur français Dassault, c'est-à-dire contre nos propres intérêts. Nouvelle escapade durant l'été, Nicolas, Cécilia, leur maîtresse commune et leurs enfants se font offrir des vacances états-uniennes à Wolfenboro, non loin de la propriété du président Bush. La facture, cette fois, est payée par Robert Agostinelli, un banquier d'affaires italo-new-yorkais, sioniste et néoconservateur pur sucre, qui s'exprime dans Commentary, la revue de l'American Jewish Committee. La réussite de Nicolas rejaillit sur son demi-frère Pierre-Olivier, sous le nom américanisé d'Oliver. Il est nommé par Frank Carlucci, qui fut le numéro 2 de la CIA après avoir été recruté par Frank Wisner Senior, directeur d'un nouveau fonds de placement du Carlyle Group, la société commune de gestion de portefeuille des Bush et des Ben Laden. Sans qualité personnelle particulière, il est devenu le 5e noueur de deals dans le monde et gère les principaux avoirs de fonds souverains du Koweït et de Singapour. La cote de popularité du président est en chute libre dans les sondages. L'un de ses conseillers en communication, Jacques Seguela, préconise de détourner l'attention du public avec des nouvelles People Stories. L'annonce du divorce avec Cécilia est publiée par Libération, le journal de son ami Edward de Rothschild, pour couvrir les slogans des manifestants un jour de grève générale. Plus fort encore, le communicant organise une rencontre avec l'artiste et ex-mannequin Carla Bruni. Quelques jours plus tard, sa liaison avec le président est officialisée et le battage médiatique couvre à nouveau les critiques politiques. Quelques semaines encore et c'est le 3e mariage de Nicolas. Cette fois, il choisit comme témoin Mathilde Agostinelli, l'épouse de Robert, et Nicolas Bazir, ancien directeur de cabinet d'Édouard Balladur, devenu associé gérant chez Rothschild. Quand les Français auront-ils des yeux pour voir à qui ils ont affaire? Ici se termine donc la lecture de l'article de Thierry Messon, publié sur le réseau Voltaire. Je signale qu'il y a 13 ou 14 notes de bas de page que je vous invite à aller consulter et vérifier. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit sur ce papier, notamment quelques lectures historiques un peu, pas hasardeuses, mais bon, qui ne conviennent pas à expliquer tout, même si tout ceci est très complexe, très sérieux et global. C'est une gestion globale des événements. Mais bref, il n'empêche que j'ai vérifié beaucoup d'informations contenues dans ces pages, et elles sont toutes vraies. Puisque on connaît, vous savez par exemple que la Maison Pasqua, le livre, il a été attaqué plusieurs fois par Pasqua, Marchiani et compagnie. Ils ont vu tout juste, tout était juste. Ils n'ont jamais gagné de procès, les Pasqua. Hein. Vous avez les mafieux, vous avez Peretti, tout ça est juste. Lucky Luciano et les débarquements en Sicile. Beaucoup d'informations sont justes et sont extrêmement graves. Dire que Charles Pasqua est le responsable
du trafic d'hachich, de shit du Maroc, est une accusation très 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 grave, extrêmement grave. Bon, on sait que c'est un voyou, on le sait, mais c'est extrêmement grave. Moi, je l'ai toujours su, j'ai toujours su que le trafic d'hachich était contrôlé par la police, c'est évident. C'est évident. Sinon, autrement, moi je préfère qu'il soit contrôlé par la police qu'ils me disent qu'ils n'arrivent pas à stopper ce trafic. Parce que comment se fait-il que plusieurs tonnes, des centaines de tonnes passent et qu'ils en attrapent une tonne par an, qu'ils brûlent devant les caméras pour le faire croire qu'ils travaillent. Donc c'est pas possible. Si la drogue passe, c'est que les douaniers sont impliqués. Pas toute la douane, bien sûr, pas toute la police, évidemment. Mais les grands responsables, ça c'est évident, c'est clair, net et précis. Je me souviens d'un douanier qui était en enquête et qui avait découvert des trucs et qu'ils ont laissé pourrir en prison, d'ailleurs qui est sorti, qui essaie de donner des informations. Donc l'affaire est extrêmement grave, extrêmement sérieuse. Très 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 sérieuse. Concernant bien sûr le trafic d'héroïne, tout le monde le sait, Pendant le gouvernement, les autorités des talibans, le trafic d'héroïne avait chuté. Et maintenant, puisque c'est interdit par la religion musulmane, c'est évident, et bien sûr, maintenant avec l'Alliance du Nord, l'axe du bien, nous avons 9000 tonnes qui passent. Bien sûr, maintenant, logistiquement, parlant basique, comment faire pour faire passer 9000 tonnes vers l'Europe? Comment faire? Voilà, je vais vous donner 9000 tonnes, une production régulière sur des années. Comment vous faites pour les passer vers l'Europe? Donc il s'agit de plusieurs dizaines de milliers de tonnes, puisque ça fait déjà des années que ça dure. Si on fait de 2001 à 2008, ça fait 7 ans, 7 fois 9, 63 000 tonnes. Comment vous faites pour les passer? C'est très très simple, pour ne pas vous faire choper. Vous vous appelez American US Air Force, le United States Air Force. Vous les mettez dans vos cargos. Au lieu de mettre des bombes dans les B-52, vous mettez les paquets d'héroïne. Vous passez par le Kosovo. Tout le monde le sait, ça. Tout le monde le sait. Par la Bastille, par le camp américain, le plus grand camp militaire américain étranger. Et après, bien sûr, contrôlé par un fou furieux de trafiquant d'organes, Hassim Tassi. Et voilà, et vous faites votre trafic. Et bien sûr, il n'y a personne qui peut vous arrêter, puisque vous représentez vous-même l'autorité. C'est vous-même qui devrez vous arrêter, en fait. Voilà, je m'arrête, je me condamne, je m'arrête pour trafic de drogue. Et comme le type, il est assez démoniaque pour le faire, pour ne pas le faire, je veux dire, donc c'est pas possible. Ceci n'arrivera jamais. Donc, bien sûr, j'ai vu sur certains sites des drôles de comportements, traitant ce papier d'intéressant. Moi, je dis pas que c'est intéressant, je dis que c'est une bombe. C'est d'une bombe à déflagration nucléaro-bactériochimique. C'est extrêmement grave, c'est très très grave. C'est un agent de la CIA qui est président. Et quand on sait que Jospin c'était pareil, on connaît l'ancien ministre de la Défense qui était russe, mais bon là c'est monstrueux. Écoutez, la situation est extrêmement grave. En dehors de la dépravation du Sarkozy, qui a un comportement babylonien exécrable, qui couche la femme qu'il marie, il couche avec. C'est un dégénéré. En dehors de ce comportement vraiment dépravé et minable, il reste. Et bien sûr, son appartenance à la CIA, avec toutes ses familles, avec ses intermariages que dénonçaient depuis longtemps Fritz Springmeier et bien d'autres, puisqu'ils expliquent que les élites mondiales pratiquent une endogamie très importante. En dehors donc de ce fait, c'est évident, voilà, ils sont mariés entre eux, ils se connaissent tous, c'est vérifiable tout ça, c'est pas normal que ça soit ainsi, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est extrêmement sérieux, extrêmement grave. Mais en dehors de toutes ces petites magouilles, on remarque quoi? On remarque que le boss de l'Hexagone, le boss de la France, c'est Rothschild. Il est partout. Tout le monde travaille pour Rothschild. Les plus grands milliardaires français sont des pions de Rothschild.
Les directeurs de cabinet, les directeurs du bidule sont des chargés de Rothschild. Tout est Rothschild, voilà. C'est à Rothschild que nous retournerons. Hein, on va dire quoi, hein? Rothschild est grand, à ce bâtard fils de chien. C'est ça? Qui c'est qui contrôle ce pays? C'est un banquier? C'est un bankster apatride internationaliste? C'est ça la France? C'est ça le pays? C'est ça votre liberté? Vous croyez que c'est normal que Thierry Breton ruine le pays en tant que ministre de l'économie et après il se barre, il va travailler chez Rothschild? Que Gerhard Schröder travaille chez Rothschild? Si c'est pas Rothschild, c'est Rockefeller ou JP Morgan? Vous trouvez ça normal que des politiciens soient des larbins des banksters? Vous trouvez ça normal? Ben écoutez, si ceci vous semble normal, eh ben qu'à cela ne tienne, hein, c'est normal. Il n'y a plus de donc maintenant vous pouvez prendre la Constitution, la déchirer. Les droits de l'homme c'est pareil. Et votre liberté, sachez que vous êtes un esclave. Sachez que vous n'êtes rien. Et que c'en est terminé. Et que tout ceci est une hypocrisie. Tout ça est un cinéma, est un sketch de très mauvaise facture. Et qu'il faut arrêter de donner des leçons au monde entier de démocratie. Ça, il faut arrêter ça. Hein. Immédiatement, il faut arrêter ça. Ça n'a pas de sens, ça. Faire des leçons de démocratie aux Africains, à Kim Jong-il. Ça, il faut arrêter, là. Parce que non seulement on n'est pas en démocratie, mais nos présidents sont des salariés des banksters. Ce que ne sont pas certains pays. C'est ça qui est hallucinant. C'est que les pires raclures, les pires médiocres de ce monde donnent des leçons aux hommes libres. Ah ça c'est vraiment, on a atteint le fond du trou, voilà. Maintenant vous pouvez même plus creuser, il n'y a plus rien. Après il n'y a plus rien, tu peux même pas creuser, c'est bon, voilà. Il va suivre une période de trouble. La bourse elle va pas bien du tout. La crise financière se pointe. Fannie Mae, Freddie Mac sont en train de couler. Toutes les banques du monde ont acheté des actions, des titres de ces banques catastrophiques, de ces rehausseurs de crédit, de ces assureurs d'hypothèques qui ne valent plus rien, absolument plus rien. Et si eux s'écroulent, toutes les banques qui ont acheté ces titres vont s'écrouler. Donc écroulement en cascade, plus l'arrivée de la crise des CDS, plus. Donc sachez d'où ça vient tout ça. Donc voilà, maintenant vous savez que pour installer toute cette cascade, toute cette chute, cet écroulement en cascade, il faut des pions qui sont prêts à faire n'importe quoi. Et voilà, c'est évident qu'il fallait mettre des casse-cous, des fous furieux. Attention, ces casse-cous seront livrés à la vindicte populaire quand il le faudra. Hein. Ce ne sont pas eux les coupables. Ce sont des petits guignols, des petits pantins aux grands banksters apatrides. Voilà la réalité des événements, la réalité des faits. Donc il ne s'agit pas là de patriotisme ou de nationalisme, même pas. De toute façon, ces conceptions de la nation disparues, on vous traite tout de suite de frontistes, d'extrémistes, enfin, c'est ridicule. On n'ira pas sur ce terrain-là. Il s'agit de dignité. De dignité, voilà. Il s'agit simplement de dignité, de sa propre sueur, de son propre travail, et d'intelligence, enfin, c'est de contrôler son devenir. Voilà, c'est tout. C'est pas un agent d'un tiers État criminel complètement cinglé au passage qui va diriger notre communauté. Enfin, faut arrêter de délirer, on n'a strictement rien à voir. Les Américains sont sur un autre continent, que je sache. On n'a pas du tout les mêmes intérêts, pas du tout la même histoire. Ce sont des arrivistes quand même, que je sache. Donc il y a quand même un problème là, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc je veux bien qu'on me traite d'arriéré et tout ça, mais on va pas parler, je le répète, de patriotisme, mais est-ce qu'il vous reste un petit peu de dignité, un peu d'honneur, avec un grand H? Est-ce qu'il vous en reste un petit peu dans un placard derrière les boîtes, là, derrière
Parce qu'il faut la récupérer, là, la dignité, quand même. Il faut l'utiliser de temps à autre. Il ne faut pas la laisser comme ça, de côté. Ça va pas du tout. C'est extrêmement grave, tout ça. C'est extrêmement sérieux. C'est d'autant plus sérieux qu'il y a plein de trucs qui se passent et qu'on nous cache. Notamment l'attentat raté de Tel Aviv. Là, je vous invite tous à aller sur le site Tout sauf Sarkozy, qui est franchement excellent. Tout sauf Sarkozy, tout collé. Vous trouverez notamment, bon, vous avez tous entendu parler dans le voyage là avec Carlita à Tel Aviv. Soi-disant, il y a un jeune garde-frontière, un jeune militaire qui s'est suicidé. Bien sûr, sa famille dément totalement. Donc en fait, il ne s'est pas suicidé du tout. Il a été tué apparemment, puisqu'il y a eu 2 morts en tout et pour tout. Et notamment, il y a des services apparemment français. Et c'était un attentat contre Sarkozy, où on les voyait se hâter leur montée dans l'avion, etc. Et bien sûr, on nous l'a caché. Bien sûr, parce que s'ils nous disent toutes les tentatives d'attentats ratés contre lui, les gens vont commencer ils vont devenir fous, hein, puisqu'il y en a eu une autre, selon le site justement Tout sur Sarkozy, le 22 juillet, dans le Tour de France, puisqu'un truc a été annulé, et il semble que la DST niçoise a découvert une bombe sur le chemin du truc. C'est une mine à action horizontale, une MAH, qui vient d'une caserne militaire. C'est un truc militaire, c'est pas un truc artisanal. Il faut savoir que ce qui s'est passé à Carcassonne, là, le truc, c'est pas logique. Il y a eu des règlements de compte dans cette affaire. Vous savez qu'il se passe des trucs très 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 graves dans l'armée. Hein, tout le monde s'en fout de l'armée, mais tout le monde a oublié que c'est le dernier rempart, l'armée. L'armée, c'est ce qui va vous défendre d'une invasion. Hein, si l'Allemagne elle est rentrée au pas de gymnastique en 24 heures à Paris en 39-45, c'est qu'il n'y avait plus d'armée, elle a été sabotée initialement. D'accord ? Tout a été préparé, il faut lire les décombres de Lucien Rebatté. Hein, il faut connaître l'histoire un petit peu pour savoir ce qui nous attend, à quelle sauce on va être mangé. Donc là, l'armée, 50 le livre blanc, Sarkozy, 50 000 postes en moins. Hein, il a un type qui le gêne, pouf, il y a un accident, le type il dégage. Hein, c'est super tendu actuellement. Et bien sûr, ils ne reçoivent aucun soutien. Donc j'en appelle à la raison des citoyens, et quel qu'il soit, et de se réveiller. Et très très vite. La situation est catastrophique. C'est impossible d'imaginer pire. Et si un jour il vous vient à l'idée de vous révolter, de vous énerver, de quitter votre léthargie, votre sommeil profond, sachez contre qui vous révoltez, vous énervez, hein, et demandez des comptes. Vous le saurez d'ici là. N'allez surtout pas demander des comptes au larbin du coin. Il faut taper un peu plus haut. Voilà, un peu plus haut, chez le chef. Voilà, à très bientôt.